عسلامة مرحبا بكم الكل في برنامجكم اكسبريسو. تحية لكل مستمعينا وين ما كنتم. حوار كما قلت لكم مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط السيد عثمان ديون. الحوار هذا مسجل، ولكن معناتها مسجل منذ ساعات، لانه هو الان في اللحظات اللي نحكيو فيها معناتها غادر تونس بروبابلمون في الطائرة. نتمنى له رحلة سعيدة، ولكن حبينا نغتنموا فرصة وجوده هوني، وحبينا الحوار يكون بعد ما يكمل الزيارة نتاعو باش نجموا نرجعوا على أهم محطاتها بالطبيعة، وباش نحكيو في المواضيع المهمة معناتها اليوم اللي يتم العلاقة بين البنك الدولي وتونس. ساعة في البداية نرحبوا به بالطبيعة. بونجور، merci d'accepter notre invitation sur l'émission Expresso. Bienvenue à vous. Merci. Merci. Alors, peut-être la question classique avec laquelle j'aimerais bien commencer, c'est par rapport à cette visite. Vous avez eu différentes rencontres. Je vais peut-être pas revenir sur toutes les rencontres, mais vous avez rencontré le président de la République, le chef du gouvernement, des ministres bien évidemment. Vous avez eu, j'ai vu aussi une visite. Vous avez rencontré des étudiants. C'est intéressant aussi, et vous avez eu des visites sur terrain, bien évidemment, de certains projets dans différents secteurs. Donc les thématiques, je ne vais pas revenir spécifiquement sur une rencontre ou une autre, mais sur ces différentes rencontres, ces différentes rencontres que vous avez eues dans votre programme. Donc il y a eu des thématiques comme sur les questions de la logistique, du transport, de l'énergie, de l'éducation, de l'enseignement, bien évidemment les questions de l'eau que vous connaissez très très bien, et bien sûr certainement d'autres sujets que nous aurons l'occasion de débattre. Voilà, donc je voulais planter un petit peu de décor, et puis je voulais vous dire tout simplement qu'est-ce qu'il y a à retenir peut-être de ces différentes visites, quels sont les différents sujets à retenir de ces différentes rencontres. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord commencer par saluer tous vos auditeurs de Express FM, aussi bien en Tunisie que dans la diaspora. Et une fois de plus, dire combien j'ai été ravi d'être en Tunisie pour ma deuxième visite officielle. Et comme vous l'avez mentionné, c'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Banque mondiale et la République tunisienne. Et ce partenariat-là est un partenariat fort, c'est un partenariat solide, c'est un partenariat sain. Et c'est un partenariat qui s'inscrit dans la dynamique de résultats, dans la dynamique de consultation contenue sur la base des priorités du gouvernement tunisien pour pouvoir leur accompagner dans leur agenda de développement. J'ai eu l'opportunité de rencontrer le chef de l'État, son Excellence Kais Saïd, qui m'a fait l'honneur de me recevoir et avec qui on a eu un très bon entretien. J'ai eu l'opportunité de rencontrer le chef du gouvernement, M. Kamel Madouri, ainsi qu'un certain nombre de son gouvernement que je salue et que je remercie, et avec qui on a eu des entretiens extrêmement fructueux, basés sur la vision de la Tunisie et comment la Banque mondiale pourrait les accompagner dans cette dynamique de développement. Et un point fondamentalement important que nous avons discuté et convenu, aussi bien avec le chef de l'État qu'avec le chef du gouvernement, c'est le contrat social. C'est aussi comment s'assurer aujourd'hui qu'on puisse accompagner la Tunisie dans ses priorités du développement pour que le contrat social avec les Tunisiens puisse non seulement être respecté, mais aussi que ce contrat social puisse délivrer dans les engagements qui ont été pris au niveau de différents secteurs qui sont extrêmement clés pour l'avenir de la Tunisie. Alors, pour vous, quand vous dites contrat social, c'est quoi pour vous ce contrat social, et vous, comment vous soutenez cela? Ce contrat social, c'est aujourd'hui l'engagement sur la base des priorités que s'est fixé le gouvernement. Et ces engagements-là peuvent être balisés sur un certain nombre de secteurs, tels que la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, la sécurité alimentaire, mais aussi, et de façon très concrète, comment aujourd'hui la Tunisie compte
se moderniser et se projeter dans l'avenir à travers l'agenda du digital et du numérique, à travers aujourd'hui les réformes nécessaires pour attirer encore plus d'investissements en Tunisie. Et ce faisant, créer des emplois de qualité, créer aujourd'hui un appui fort aux petites et moyennes entreprises. Et en même temps aussi regarder l'agenda de la connectivité, que ce soit à travers la mobilité urbaine, que ce soit à travers la dynamique de modernisation des ports tunisiens, et ce faisant, avoir une approche intégrée qui permettra aussi de pouvoir renforcer et de rétablir une justice sociale où tous les Tunisiens pourront bénéficier des fruits de la croissance, d'une croissance inclusive, d'une croissance partagée et qui au final ferait des Tunisiens un pays où chacun peut aujourd'hui sentir que le pays avance, que le pays progresse et que le pays aujourd'hui récolte les fruits de cette croissance-là et qui permettrait à la Tunisie de se projeter non seulement dans le 21e siècle avec des facteurs clés de succès, mais en même temps de pouvoir aussi avoir une économie beaucoup plus dynamique, une croissance soutenue et qui permettrait aussi en même temps aux industries tunisiennes, aux compagnies tunisiennes de pouvoir exceller aussi bien au niveau national, mais aussi à l'international. Et c'est cet agenda-là que la Banque mondiale croit pouvoir continuer le rôle d'appui qu'il a toujours apporté à la Tunisie au cours de ces 60 dernières années. Justement, vous dites continuer. Quelles sont les priorités? Sur quoi vous travaillez principalement aujourd'hui? On va parler d'avenir aussi, on va parler d'opportunités, on va parler d'appui. Mais au jour d'aujourd'hui, au moment où on parle, quelles sont les priorités? C'est sur quoi la Banque mondiale travaille déjà? Nous travaillons sur des secteurs clés qu'il me semble extrêmement important de rappeler. Nous travaillons sur le volet énergie, surtout la transition énergétique avec les énergies renouvelables. Au moment où nous parlons, nous soutenons par exemple le projet ELMED qui consiste au développement des énergies renouvelables, notamment le solaire, et de pouvoir non seulement attirer des investissements supplémentaires. Et c'est pour ça que nous investissons dans ce contexte aussi sur la STEG, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz, pour dire que l'environnement devrait continuer à s'améliorer et à être favorable pour que des investisseurs puissent venir investir en Tunisie dans ce secteur qui est clé, que sont les énergies renouvelables. Et le projet ELMED est justement un projet phare parce qu'il permettra l'exportation de cette énergie propre, non seulement à la consommation tunisienne, mais aussi à l'international, notamment à l'Italie. Nous sommes en train de travailler sur un programme extrêmement important qui est aussi celui de l'éducation, notamment les universités. Comment s'assurer que la jeunesse tunisienne Promesse, par exemple, oui, tout à fait. Continue d'être formée et d'être bien formée. Et de ce point de vue-là, j'ai bon espoir. Je suis allé hier à la rencontre des étudiants de l'IHEC Carthage-Tunis. Et j'ai été agréablement surpris. Je crois que surpris n'est même pas le mot. J'ai été tout simplement impressionné par la qualité des étudiants que j'ai rencontrés hier, de leur vision, de leurs espoirs, d'une Tunisie qui gagne, d'une Tunisie qui s'améliore et d'une Tunisie qui s'intègre davantage dans un monde de compétition, dans un monde de technologie où ils auront leur place. C'est pour ça investir dans l'éducation nous semblait fondamental pour pouvoir accompagner la Tunisie vers de meilleurs progrès et des progrès de demain pour que l'ensemble de ses citoyens puissent être mieux outillés par rapport aux défis du monde moderne du XXIe siècle. Nous travaillons dans le secteur de l'eau et nous pensons que c'est un secteur extrêmement crucial pour le développement de la Tunisie, compte tenu du stress hydrique que connaît la Tunisie, mais aussi l'ensemble de la région MENA. Et par conséquent, assurer aujourd'hui une sécurité hydrique de la Tunisie, c'est aussi contribuer à son économie.
de facto par rapport à l'agriculture, mais aussi à l'alimentation en eau potable et en assainissement. Et en même temps, en le faisant, la sécurité énergétique, la sécurité hydrique permettra aussi de pouvoir attirer non seulement des investissements, mais un transfert de technologie par rapport aujourd'hui à des techniques modernes. Prenez le dessalement de l'eau de mer. Voilà un secteur innovant qui demande énormément de technologie. Prenez par exemple les énergies renouvelables comme le solaire. Des techniques innovantes qui demandent aussi un transfert de technologie. Et en le faisant, on contribuera à accompagner la Tunisie, à créer les industries du futur, qui permettront aussi non seulement de redynamiser l'industrie et l'économie tunisienne, mais aussi de les aider à pouvoir s'exporter. Mais il est important de noter que cela ne peut se faire s'il n'y a pas aussi une réforme de l'administration. Et de ce point de vue, nous sommes aussi en train de travailler avec le gouvernement comment on pourrait les aider à mieux moderniser, à mieux digitaliser l'administration tunisienne qui, de facto, réduira les coûts en termes de transactions, améliorera la gouvernance au niveau de certains secteurs et mieux encore permettra de pouvoir être beaucoup plus efficient. Voilà différents éléments sur lesquels je pense qu'il était important d'insister. Et sur lesquels vous travaillez et sur lesquels nous sommes actuellement en train de travailler. Alors, je vais revenir à la Tunisie sur les opportunités, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous allez certainement travailler, sur lesquelles peut-être vous ne travaillez pas encore aujourd'hui, ou moi je pense qu'il serait intéressant en tout cas de vous écouter sur ces questions-là. Mais avant cela, je vais profiter d'avoir le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA pour parler un petit peu de cette région qui connaît beaucoup de défis, cette région aujourd'hui qui est en pleine mutation. Alors, quels sont les défis majeurs pour notre région et quel impact ça a sur des pays comme la Tunisie? Ça me permettra de revenir vers la Tunisie après. Alors, quels sont les défis, mais également les opportunités? Parce que quand on dit défis, ça vient avec des opportunités si on sait les saisir. Et vous avez dit le mot qui est le plus important. Opportunité. Parce que ces défis existent, certes. Le défi du stress hydrique est une réalité sur l'ensemble de la région MENA. En réalité, MENA est aujourd'hui la région la plus affectée par les impacts des changements climatiques. Mais la région MENA est aujourd'hui une des régions les plus jeunes au monde avec l'Afrique subsaharienne. Et par conséquent, quand on parle de la région MENA, nous parlons aujourd'hui de 300 millions de jeunes gens, hommes et femmes, qui d'ici 2030 vont entrer dans le marché de l'emploi. Voilà un défi extraordinaire, mais aussi une opportunité unique de comment, si cette jeunesse-là est éduquée, bien formée, outillée par rapport aux nouvelles technologies et au numérique, pourra s'intégrer dans un marché mondial où aujourd'hui ils vont représenter une force extraordinaire. C'est ça qu'on appelle un dividende démographique sur lequel nous travaillons. La région MENA est aujourd'hui confrontée à un défi qui me semble être à la fois géopolitique et politique, mais dont les retombées économiques pourraient permettre aujourd'hui de rendre la région beaucoup plus sûre, beaucoup plus stable, beaucoup plus prospère. C'est la connectivité régionale. Il y a très peu de commerce encore entre les pays de la région MENA, à cause des vicissitudes à la fois politiques, à cause des conflits qui continuent d'obérer ces dynamiques d'échange. Et par conséquent, nous pensons que la connectivité régionale est fondamentalement importante pour la région MENA. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, avec notre appui que nous avons entamé depuis bientôt plusieurs années, on vient de signer le 3 décembre dernier le marché pan-arabe de l'électricité. Figurez-vous, cela permettra maintenant de pouvoir échanger de l'énergie entre les différents pays de la région, connectés à un réseau unique.
et qui permettra non seulement de pouvoir réduire les coûts d'investissement jusqu'à 196 millions de dollars par an, mais en plus devrait permettre de réduire les coûts de l'énergie, devrait permettre d'accélérer le développement des énergies renouvelables et ce faisant attirer des technologies nouvelles, créer des emplois nouveaux et qui permettrait de pouvoir créer des centaines de milliers d'emplois dans les années à venir. Voilà comment la connectivité régionale permettrait aussi, quelque part, à ce que les gens, à travers les différents pays, puissent, les techniciens, se parler, se connaître, échanger, renforcer cette dynamique et ce faisant, en se mieux connaissant, avoir aujourd'hui cette opportunité de jeter les bases d'une meilleure stabilité et d'une paix dont la région a tant besoin et qui contribuerait forcément à la prospérité économique. Alors, c'est très intéressant parce que c'est vraiment, c'était l'essence même de cette question quand je l'ai posée, c'est ces défis, mais rapidement auxquels on trouve tout de suite des opportunités, on les voit différemment et c'est ça en tout cas, c'est comme ça qu'on doit faire face à ces défis et surtout cette question de connectivité avec le rôle que pourrait jouer aussi la Tunisie si on arrive à bien mener cette transition énergétique avec Elmed, etc. Ça me permet de revenir justement un petit peu sur la Tunisie. D'ailleurs, dans 10 minutes à peu près dans cette émission, nous allons accueillir le secrétaire d'État à la transition énergétique, M. Wael Chouchen. Alors, sur ce défi-là, parce que c'est un défi aujourd'hui en Tunisie, alors comment en faire une vraie opportunité, au-delà même d'Elmed, ici déjà en Tunisie, vous avez visité, je pense, même des installations d'énergie renouvelable, etc. Donc, et quel rôle pour la Banque mondiale sur ces questions-là, mais d'une manière générale, c'est un petit peu la même question pour la région, mais pour la Tunisie, quels sont les défis que vous voyez auxquels la Tunisie pourrait faire face ces prochaines années et quelles opportunités arrivent avec ces défis et dans lesquels la Banque mondiale peut jouer un rôle pour appuyer ces opportunités et nous appuyer à mieux faire face à ces défis justement. Parmi ces défis, j'en retiendrai certains qui devraient aussi être les moteurs de la croissance tunisienne. L'énergie en fait partie et dans l'énergie, le renouvelable. Je viens de visiter tantôt le projet Enfida, qui est un des premiers à être mis en œuvre par un privé tunisien. Je viens de visiter un IPP qui va faire plusieurs centaines de megs, qui est en train d'être aujourd'hui financé avec le concours de notre branche du secteur privé, la Société financière internationale. Et quand on regarde le potentiel de l'énergie renouvelable de la Tunisie, c'est un potentiel énorme. La Tunisie non seulement peut bâtir toute une industrie sur cette énergie renouvelable-là, l'utiliser pour la croissance, mais aussi l'exporter. Mais je veux être clair là-dessus. L'export de l'énergie renouvelable tunisien ne devrait pas tout simplement s'inscrire dans la dynamique d'export pour avoir des devises. Elle devrait s'accompagner en retour d'un transfert de technologie qui permettrait en ce moment-là de pouvoir créer des industries autour de ces énergies renouvelables-là. On connaît le savoir-faire tunisien. On connaît aujourd'hui les compétences tunisiennes. Eh bien, il y a une opportunité unique. Il y a une opportunité unique quand on regarde la position géographique de la Tunisie. Comment elle pourrait bénéficier de cette dynamique de ces énergies renouvelables pour aussi, par exemple, créer une industrie des panneaux solaires, par exemple, qui n'existent pas sur le continent. Ils sont tous importés. Imaginez-vous le marché que cela représente. Je pense qu'un deuxième élément qui est un défi, mais en même temps une opportunité extraordinaire, c'est le digital et le numérique. J'ai été très impressionné par les startups tunisiens. Et d'ailleurs, tout à l'heure, là où je suis assis, en marchant sur les corridors, j'ai pu voir combien sont innovants
Et ce qu'on peut faire, c'est des idées insoupçonnées, ce qu'on peut faire avec le digital, justement, aujourd'hui. Exactement, avec le digital. N'est-ce pas là une industrie, n'est-ce pas là une opportunité qui, si elle s'appuie sur une vision claire, forte, soutenue, pourrait aujourd'hui générer des milliers et des milliers d'emplois et relancer la croissance économique. Si je prends le secteur de l'agriculture et surtout de l'arboriculture, la Tunisie est aujourd'hui déjà un des principaux pays exportateurs d'huile d'olive. Votre savoir-faire est connu. Il en est de même que des dates. Et par conséquent, il y a tout un ensemble aujourd'hui d'opportunités, non seulement de comment moderniser ces secteurs de production agricole, mais aussi de développer tout ce qui l'accompagne, la transformation des produits. On exporte encore sur ce continent-là beaucoup de produits bruts. Il est temps que nos industries transformatrices puissent aussi s'associer à cette dynamique de modernisation de l'agriculture. Et en le faisant, créer des industries de transformation du champ jusqu'à la table. Et ce que cela implique en termes de techniques modernes, en termes, par exemple, de création d'emplois, et ce faisant en termes d'innovation. Et finalement, il y a un secteur qui me semble être important parce que la Tunisie est un pays qui s'urbanise de plus en plus. Or, qui dit urbanisation, dit que les villes tunisiennes vont devenir de plus en plus des moteurs de croissance. Et pour que ce moteur de croissance puisse aujourd'hui s'accélérer et être efficient, il faut aussi investir dans la mobilité urbaine. Et cette mobilité urbaine permettra aujourd'hui de réduire aussi les émissions à gaz à effet de serre. La Tunisie étant un pays touristique, elle pourrait donner l'image d'un pays non seulement qui a un transport public fiable, un transport public sûr, mais aussi un transport public propre. Et cela contribuerait encore à renforcer davantage l'image de la Tunisie. Tous ces agendas, que ce soit l'agriculture et les industries de transformation, que ce soit le numérique et le digital, que ce soit aujourd'hui l'eau et l'assainissement, comment régler la problématique du stress hydrique, les énergies renouvelables et les industries connexes, que ce soit aujourd'hui au niveau de comment accélérer justement cette dynamique de développement de la logistique et de modernisation des ports. Vous voyez la position géographique de la Tunisie, à cheval sur l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, le bassin méditerranéen et l'Europe. La Tunisie a cette opportunité d'être un Singapour africain. En termes non seulement de technologie de pointe, en termes de logistique, mais aussi en termes aujourd'hui de gens qui sont très bien formés, très bien outillés et qui puissent être réellement aujourd'hui un modèle phare. Et c'est dans ce contexte-là que nous travaillons et que nous accompagnons la Tunisie. Si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, même par le dernier exemple et cette comparaison, c'est que la Tunisie, elle est déjà ce Singapour d'Afrique, mais elle doit jouer son rôle en fait. Elle doit jouer son rôle. Parce que ça on ne peut pas l'enlever. Vous avez parlé d'atouts géographiques, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont là. Ils sont là et on ne peut pas les enlever. On doit jouer ce rôle. Mais la Tunisie peut mieux faire. Mais votre soutien dans tout ça, justement, parce que ça, ce sont les chantiers, ce sont les opportunités. Comment la Banque mondiale, vous comptez accompagner la Tunisie dans tous ces chantiers que vous venez d'évoquer? Nous sommes déjà en train d'accompagner la Tunisie dans toutes ces dynamiques-là. Nous avons aujourd'hui un partenariat. Avec la Tunisie sur les 5 prochaines années et sur lesquels nous dégageons déjà des montants financiers subséquents de l'ordre de 600 millions de dollars par an pour les accompagner sur des domaines prioritaires tels que l'éducation, tels que la santé, tels que le digital, tels que l'eau, et nous finançons ces projets-là. Nous travaillons aussi avec eux dans le contexte de l'amélioration de l'environnement des affaires.
Et ceci est extrêmement important parce que, compte tenu, une fois de plus, de sa position géographique, la Tunisie a cette opportunité extraordinaire. Si l'environnement des affaires s'améliore et continue de se consolider, et continue de se moderniser, d'attirer énormément des investissements directs étrangers, continue aujourd'hui qu'il puisse aussi donner l'opportunité à ce qu'il y ait des joints de venture entre des sociétés étrangères et des sociétés tunisiennes. Et c'est là où le transfert du savoir-faire, c'est là où le transfert des technologies aussi puisse mieux se révéler. Dans tous ces agendas-là, nous sommes en train d'accompagner la Tunisie. Et ce qui est important de ce point de vue, c'est aussi de voir comment le rôle de la Banque mondiale, comme une institution multilatérale de développement, peut aussi contribuer à renforcer le climat de confiance avec les partenaires au développement, avec les investisseurs étrangers, mais aussi à travailler avec le gouvernement tunisien pour continuer à apaiser l'environnement des affaires et ce faisant, faire de la Tunisie ce pays où chacun voudrait venir et investir. Et en investissant en Tunisie, on pourrait encore mieux développer et renforcer le Made in Tunisia. C'est très important ce que vous dites. Vous évoquez tout à l'heure, sur certains aspects, j'avais pas envie de vous interrompre, mais je voulais revenir sur 2-3 choses. Alors, vous évoquez tout à l'heure, quand vous parlez d'agriculture, tous ces atouts, bien évidemment, agricoles tunisiens, mais quand j'y pense aussi en matière d'opportunités, il y a des opportunités de décarbonation dont on a besoin, par ailleurs, dans d'autres industries en Tunisie. Donc, il y a ces opportunités. Il y a des défis auxquels les entreprises tunisiennes vont faire face avec, vous savez certainement, ces taxes, etc., ces barrières. On a une industrie exportatrice, on a l'industrie automobile, par exemple, qui compte pour 4% du PIB tunisien et qui est principalement exportatrice aujourd'hui. Et elle va se retrouver face à ces défis de barrières à l'entrée, enfin, à ces produits. Donc, il y a peut-être des choses à faire aussi pour ces entreprises, pour ces PME en matière de financement, mais également, la Banque mondiale, elle a brillé par le passé, elle a cette success story, on en parle, il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'entende parler de cette success story du programme de mise à niveau, que ce soit dans une conférence, ou dans une interview, ou autour d'une discussion avec des personnes, ça revient souvent. Donc, voilà, est-ce qu'on va se diriger vers accompagner ces PME? Elles sont très nombreuses, je suis sûr, à cette heure-ci, à vous écouter ce matin, qui vous écoutent, qui pensent, mais c'est très bien tout ça, mais ils pensent à leur financement. Je sais qu'il y a le secteur bancaire aussi qui nous écoute à cette heure-ci. Donc, il y a cet aspect financement, il y a cet aspect peut-être mise à niveau, mais un programme, entre guillemets, des temps modernes avec les défis que vous venez d'évoquer. Voilà. Comment vous voyez le rôle de la Banque mondiale sur ces deux questions, peut-être sur ces prochaines années? Nous voyons notre rôle à continuer à accompagner cette dynamique de modernisation, de renforcement des petites et moyennes entreprises tunisiennes à travers soit notre branche du secteur privé, la Société financière internationale, à travers des lignes de crédit qu'on pourrait mettre sur certains programmes spécifiques pour aujourd'hui renforcer les performances de ces industries tunisiennes, de ces entreprises tunisiennes, mais aussi à travers des mesures de réforme avec lesquelles nous pouvons travailler avec le gouvernement tunisien pour pouvoir aujourd'hui mieux moderniser l'environnement des affaires en Tunisie. Que ça soit avec le secteur bancaire, que ça soit aujourd'hui avec certains secteurs publics, que ça soit même au niveau de l'administration. Et ce faisant, la Tunisie est aujourd'hui en train de prendre un ensemble de mesures législatives qui devront être mises en place. Et nous serons aussi disposés à aider la Tunisie dans la mise en place de ces mesures-là, de comment les moderniser, comment les renforcer et comment effectivement soutenir d'un point de vue financement les modèles qui pourraient aujourd'hui représenter les succès de demain.
Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions dans Expresso sur Express FM. Je rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui se viennent nous rejoindre, Monsieur Ousmane Dione, qui est le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA. C'était notre première interview. Je suis sûr qu'on sera amené à nous revoir et puis à évaluer tout cela au fur et à mesure, comment tout cela avance. Merci encore une fois, bienvenue en Tunisie. Je sais que c'est un pays que vous aimez beaucoup. Et sur beaucoup de ces questions, j'ai peut-être pas eu l'occasion de le dire, mais de par vos fonctions passées, ce sont des sujets, pas mal de ces sujets-là, vous les maîtrisez personnellement. C'est plus même que de la maîtrise, c'est des sujets qui vous passionnent, comme le sujet de l'eau ou autre. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces ondes positives ce matin. Merci. J'espère que ça va contribuer à ce que tous nos auditeurs démarrent très bien leur journée. Et voilà, donc si je résume, vous y croyez beaucoup en la Tunisie personnellement, vos équipes également. Aujourd'hui, la Banque mondiale, c'est un partenariat qui continue, un partenariat de confiance aujourd'hui, et la Banque mondiale continue à appuyer, à soutenir la Tunisie. Et vous l'avez dit tout à l'heure que surtout votre entretien avec le président de la République était un très bon entretien. Tout à fait. Voilà, donc, nous y croyons fermement, et nous croyons aussi avoir l'opportunité de pouvoir travailler avec tous les partenaires et avec le gouvernement tunisien pour un succès de la Tunisie. Merci à vous. Merci pour votre confiance. Et bonjour à tous vos auditeurs. Merci à vous. فوالا كما قلت لكم الحوار هذايا مسجل لانه في اللحظات هذه هو في الطائره معناتها دونك ولكن حبينا نقوموا بالحوار في اخر بين ظفرين زيارته لتونس باش كيكا ناخذوا فكره على كل اللقاءات اللي كانوا عنده. فوالا شكرا ليه مرة أخرى. قعدوا معنا مستمعينا، ما تبعدوش، فاصل قصير راجعين مع السيد وائل شوشان كاتب الدولة للتحول الطاقي في حوار بعد لحظات في برنامجكم إكسبريسو على مواضيع مهمة جدا. استنونا، ما تبعدوش.